Bien, bonsoir à tous. Merci d'avoir bravé le froid, la glace, les crues de la Seine, les transports pour être avec nous aujourd'hui. Donc bienvenue à Secours Expo. Et on va finir cette belle première journée avec une très belle table ronde. Si je vous dis PHTLS, Cross Reiming, ATLS, Damage Control, Basic Life Support, Star Safety, forcément ce sont des termes que vous avez entendus au moins une fois. Et ce sont évidemment des formations, des pratiques, des concepts anglo-saxons qui s'imposent de plus en plus en France, et même plus que de s'imposer, je dirais qu'ils sont de plus en plus adoptés par les acteurs du secours et de soins d'urgence. Alors, est-ce que ces techniques peuvent enrichir ou compléter le référentiel français, voire pourquoi pas à terme le remplacer? On ne sait jamais. Et puis derrière cette question, il y a également la question de l'uniformisation des pratiques à l'échelle nationale, comme c'est le cas par exemple en Grande-Bretagne. Alors, cette émergence des formations anglo-saxonnes est-elle une bonne nouvelle? Nous allons en parler avec nos invités. Dans l'ordre, Walter Henry, qui est président de la Croix-Blanche. À côté de lui, le cadre de santé commandant Philippe Secondi, qui est infirmier en chef adjoint au SDMIS de Lyon. À ses côtés également, Bruno Puveland, enseignant auprès de l'École supérieure d'ambulanciers et soins d'urgence romande, qui est installée en Suisse. Et Patrick Hughes, qui est dirigeant de la société Assistance Ambulance, qui est basée à Nantes. Et on peut déjà les applaudir et les remercier d'être avec nous. On va faire un petit peu d'histoire pour commencer, pour bien comprendre d'où on vient et où on va. Alors, à quelle période ces formations anglo-saxonnes ont commencé à trouver de l'écho en France? C'est venu quand et comment et dans quel contexte? Qui prend la parole? C'est jamais facile de commencer. Bon, on va refaire un petit brin d'histoire pour ce qui est de notre société. Nous, on s'est tourné un peu dans les années 96 vers le Québec pour aller voir comment fonctionnaient les techniciens ambulanciers. Là-bas, on a pu bénéficier d'une rencontre avec une association qui formait en partie les ambulanciers, qui était Réanimation Sauve Vie à l'époque, et qui nous a formés au défibrillateur. Il nous a expliqué ce que c'était que le DSA à l'époque. Et on est revenu en France. Bien sûr, c'était un geste purement médical, on ne pouvait pas l'utiliser. Mais ça nous paraissait assez fou, puisque quand on l'avait vu au Québec, ça paraissait relativement simple. Mais ici, c'était un geste médical, on ne comprenait pas vraiment pourquoi on nous disait « vous pourriez tuer le patient », puisque de fait, si le défibrillateur fonctionnait, c'est que le patient n'était quand même pas très bien. Et puis, Michel Crépeau, elle a eu la bonne idée de mourir à l'Assemblée nationale. Faut lui rendre hommage là-dessus, avec une prise en charge qui dépassait l'entendement, qui était celle d'un médecin qui était ministre de la Santé, qui s'appelait le docteur Dousto Blasi, qui était cardiologue et qui l'amassait assis. Alors effectivement, il n'a pas été récupéré. Et derrière, les choses ont changé. Très rapidement, on s'est dit, en France, c'était en 99, il faut ouvrir la défibrillation précoce aux non-médecins. Les premiers formés ont été les huissiers de l'Assemblée nationale. Et c'était très compliqué à l'époque, parce qu'il fallait être formé dans le département où vous exerciez. Et puis, il fallait, pour être validé, un médecin sapeur-pompier et un médecin SAMU. Sur la région nantaise, ce n'était pas possible. L'organisation ne le permettait pas pour ce qui est de l'école d'ambulancier à l'époque. Donc on est venu à Garches et on a eu une dérogation pour pouvoir posséder ces défibrillateurs en Loire-Atlantique. Et coup de chance extraordinaire, peu de temps après qu'on l'ait eu, sur un appel 15 à l'époque, enfin pas 15 parce qu'à l'époque on n'avait pas le 15 à Nantes, on l'a eu très tard. Non, si, c'était déjà le 15. On a choqué un patient, 37 ans, deuxième choc, récupéré sans séquelles. Bingo, c'était gagné. Et ça a changé les choses. Alors on s'est tourné après pour aller voir un peu ce que c'était, comment fonctionnaient les autres. Et effectivement, on a regardé le PHTLS, c'était le premier truc. PHTLS, 800 000 personnes minimum formées dans le monde, reconnues dans 35 pays. On s'est dit, mais pourquoi pas, quoi. On s'est formé au PHTLS. C'est surtout la façon d'aborder la victime, surtout la formation nous paraissait adaptée puisque nous étions deux.
Et les formations que nous avions en France à l'époque, les formations d'ambulancières, c'est toujours un peu le cas. Il n'y a pas un schéma national défini. Il y a effectivement les 8 modules, mais chaque IFA met un peu ce qu'elle veut dedans. Et là, au moins, on avait une formation avec un cadre, avec une façon d'aborder la victime qui nous a paru intéressante. Et bien sûr, en la mettant en complément avec notre façon de travailler ici. Et après, il y a eu la MLS, etc. Et puis, dernièrement, l'année dernière, ici, on a rencontré nos amis suisses de l'école ambulancier suisse romande. Et on les a fait venir pour une autre formation au mois de juin qui paraissait évidente, mais qu'on a peu d'enseignements, alors que c'est une pathologie qu'on prend souvent en charge, qui était le POET, le Pré-Hospital Obstetric Emergency Training, qui concerne l'obstétrique. Et là, ils reviennent, et c'est pour ça l'intérêt de ces formations pour nous. Philippe Secondi, quel a été vos premières amours avec ces formations anglo-saxonnes? Alors, au niveau des sapeurs-pompiers, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a tout d'abord ce qui est fait au niveau des services départementaux d'incendie de secours, et il y a ce qui est fait à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Et c'est deux dynamiques très différentes. Concernant les services départementaux d'incendie et de secours, globalement, à ma connaissance, la première expérience vient du SDIS 68, où effectivement, dès le début des années 2000, 2003, ils ont importé le PHTLS. Leur objectif, pour en avoir discuté avec cette équipe, c'était d'avoir un discours commun entre les sapeurs-pompiers, donc les secouristes, entre les infirmiers protocolés qui assurent la paramédicalisation des secours, et puis les équipages des SMUR et des services d'accueil des urgences qui participent à la médicalisation des secours. L'idée, c'était d'avoir un même langage, et du coup, ils ne sont pas allés chercher des gestes techniques, mais ils sont plus allés chercher une méthodologie ABCDE pour avoir un langage commun transversal sur l'ensemble des opérateurs. Donc depuis, le SDIS 68 a fait des petits, puisqu'on voit qu'il y a plusieurs SDIS qui se forment non seulement au PHTLS, mais également à l'ACLS. Donc on peut retrouver ça un peu de partout au niveau national. Mais surtout, la deuxième expérience, et celle aujourd'hui, on va dire, qui pourrait avoir le plus de portée, c'est l'expérience de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, où là, depuis 2005, tous les médecins et tous les infirmiers qui passent à l'ENSOS reçoivent une formation en ABCDE. Et là, cette fois-ci, elle n'est pas délivrée par des sociétés anglo-saxonnes, comme on le disait juste auparavant, mais elle est délivrée par la faculté, par des universités de médecine, donc en l'occurrence la faculté de Strasbourg et de Bordeaux, qui délivrent un diplôme universitaire de médecine d'urgence avec le modèle ABCDE. Donc on voit qu'on a pris le modèle, et on l'a transposé dans une formation française, et pour le coup universitaire, puisqu'on parle plutôt à des gens issus de l'université. Parallèlement à ça, l'ENSOS va aussi développer le PHTLS, l'EPC, donc l'Emergency Pediatric Care, à destination des professionnels de santé, et également une formation qui vient d'arriver pour les lieutenants de sapeurs-pompiers, qui dure une journée, qui s'appelle le Trauma First Response, pour former cette fois-ci les lieutenants qui participent à l'encadrement des opérations de secours. Donc on voit que, en gros, depuis 12 ans, à peu près 10-12 ans, on a un développement progressif de ces formations au sein de notre école nationale et au sein des territoires, et que parallèlement à ça, on a une importation de la méthodologie dans nos formations nationales. Bruno Puveland, de votre côté, en Suisse, vous utilisez ces formations anglo-saxonnes également. Qu'est-ce qu'elles ont de plus que les formations que nous avons ici, par exemple? Avec votre regard suisse, ça nous intéresse. Regard suisse qui n'est pas vraiment suisse, puisque je suis français, je suis issu du système français. J'ai eu la chance de côtoyer les débuts du PHTLS, les prémices en 98 au 68, effectivement. Ce qu'elles ont de plus, un langage commun à tous les acteurs. On le voit chez nous, le BLS tout public, jusqu'à nos médecins d'urgence, sont formés selon l'ABCDE. Que ce soit un primo-intervenant, un régulateur qui lui guide d'évaluer un patient selon le schéma ABC, à son niveau de compétence. L'équipage ambulancier va retravailler sur un ABC, la médicalisation aussi, et l'arrivée des urgences se fera aussi l'évaluation sur l'ABCDE. Voilà ce qu'elles ont de plus. Une doctrine d'enseignement pour toutes les corporations, toutes catégories. C'est un des avantages qu'on a trouvé. Une facilité d'enseignement aussi, avec des didactiques intéressantes, des prérequis, du travail en amont, qui va limiter aussi les besoins, le temps en pédagogie. Donc voilà 2-3 exemples parlants.
Walter Henry, vous avez peut-être une vision un peu différente en tant qu'associatif ? Alors au niveau des associations, c'est effectivement différent. On n'a pas du tout cette même approche. Nous, c'est très simple. On est régi par des règles. Des règles qui sont édictées par le ministère de l'Intérieur, qui souvent sont édictées aussi par la Santé, en mélange avec le ministère de l'Intérieur, qui impose des choses. Et on subit ce qui doit être fait au quotidien. Le DSA, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, quand les premières formations sont sorties, on avait l'obligation d'avoir un médecin. Médecin qui n'apportait pas spécialement une plus-value parce que le médecin avait sa vision de médecin et des fois il fallait même calmer le médecin en lui disant non, tu ne peux pas dire ça aux candidats parce que là, ils vont tous finir en prison. Là. Donc il faut rester sur un cadre de secouriste et pas sur un cadre de médecin. Donc il fallait reprendre le médecin. Donc les formations étaient très compliquées. Il fallait aussi trouver un médecin pour former des gens, ce qui n'était pas le plus simple à trouver. Petit à petit, ça s'est démocratisé et aujourd'hui, le défibrillateur rentre dans n'importe quel cadre de formation de base. Ce qui arrive aujourd'hui là, c'est, on entend parler depuis peu de temps et ça fait partie des prochaines formations continues qui seront à mettre en œuvre en 2018, c'est le damage control. C'est issu directement des attentats, ni plus ni moins. Donc on a des systèmes qui sont mis en place, mais on est dans un carcan français qui est celui de la législation. On ne peut pas sortir de la législation. Les pompiers vont avoir un certain nombre de formations qui vont ressembler quand même, heureusement, très fortement à ce qui se fait dans le milieu associatif, puisque un massage cardiaque restera un massage cardiaque et les gestes en eux-mêmes resteront les mêmes, qu'ils soient faits en Angleterre ou dans n'importe quel pays. Mais pour autant, nous avons des règles auxquelles nous ne pouvons pas déroger. Et ces règles nous imposent un système qui est purement français de formation. Aujourd'hui, un secouriste a 35 heures de formation initiale en PSE1, 28 heures en PSE2, ça c'est le minimum requis. S'il veut devenir chef d'équipe, selon les associations, il va avoir un volume horaire qui va varier entre 10 et 40 heures environ. Donc avec une centaine d'heures de formation, on aura un secouriste qui sera opérationnel sur le terrain. C'est aussi du temps pour les secouristes, ce qui est compliqué. Alors aujourd'hui en France, on est dans quelle situation idéologique, je dirais, par rapport à ces formations anglo-saxonnes ? On les regarde avec intérêt, avec méfiance, un peu des deux. Comment vous ressentez le contexte actuel ? Allez-y, ne vous battez pas surtout. Hein. Vous avez un deuxième micro ici. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que disait Bruno. Globalement, il faut bien différencier deux choses sur ces formations anglo-saxonnes. Il y a la partie geste, technique opérationnelle, où ce sont les mêmes que ce qu'on fait. Globalement, la technique opérationnelle est la même. Donc on se retrouve bien avec les formations premiers secours en équipe et les formations qui sont décrites. Alors il peut y avoir quelques divergences sur du matériel, mais globalement les techniques d'immobilisation, de relevage sont sensiblement les mêmes. Et il y a une autre partie qui est la partie bilan. Comment j'évalue ma victime. Et là, pour le coup, c'est profondément différent. Et je pense que c'est aujourd'hui là-dessus qu'on porte notre réflexion. Est-ce qu'on ne peut pas conserver nos formations nationales, que ce soit pour le domaine associatif ou pour le domaine des sapeurs-pompiers ? C'est la même dynamique, mais en important sans doute la philosophie du bilan qui a l'avantage d'être beaucoup plus simple, c'est ce que disait Bruno, et surtout d'essayer de la faire partager avec tous les acteurs. Nous, en tout cas, l'enjeu qu'on y voit en tant que sapeurs-pompiers, c'est d'essayer de mettre, pour une fois, l'ensemble des acteurs du secours dans la même pièce pour se former. Parce qu'aujourd'hui, un des gros problèmes de notre système, en tout cas une des réelles faiblesses de notre système, alors peut-être qu'ils ne l'ont pas en Suisse, mais c'est qu'aujourd'hui, les médecins sont formés à la faculté de médecine, les infirmiers sont formés dans les instituts de formation en soins infirmiers, les secouristes sont formés dans leurs écoles départementales, donc tout le monde reçoit une formation différente, y compris en gestes et en soins d'urgence, et à la fin, tout le monde joue sur le même terrain. Donc l'enjeu, il est pour une fois, et c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, de mettre les secouristes, les infirmiers, les médecins dans la même pièce pour recevoir les mêmes enseignements, pratiquer les mêmes gestes, chacun avec ses compétences. C'est évident qu'un médecin va faire plus de gestes, va réaliser plus de gestes qu'un infirmier, qui réalisera plus de gestes qu'un secouriste. Pour autant, ils auront la même manière d'aborder la victime et leurs actions vont être complémentaires plutôt qu'être différentes, où on va dire, où un infirmier va dire à un secouriste, non, tu peux pas comprendre ce que je fais parce que c'est complètement autre chose, c'est du paramédical, et puis un médecin va dire aux deux autres, non, tu peux pas comprendre ce que je fais, c'est du médical, tu comprends, c'est trop compliqué. L'idée de ces formations, à mon avis, sur la partie bilan, c'est vraiment de démystifier tout ça. Tout le monde fait la même chose, tout le monde fait du secours, qu'on soit médecin au SMUR ou qu'on soit secouriste, on fait tous la même chose.
Et donc, il faut qu'on adopte un langage commun. Je pense que l'enjeu, il est là. On reviendra effectivement sur l'uniformisation. Allez-y. Je rebondis tout de suite. C'est quelque chose qui m'a frappé. En travaillant avec l'Advanced Life Support Group Manchester, on côtoie des médecins, des pontes de l'obstétrique. Et quand on regarde travailler les équipes, on n'est pas capable de dire qui est le médecin, qui est le paramédic. On travaille autour d'un patient, dans un système, et effectivement, ce corporatisme, il tombe. Et c'est la personne la mieux placée qui a le bon geste au bon moment. On travaille en équipe, et effectivement, c'est une des plus-values, en tout cas que nous, on a pris ES Azure et on travaille sur nos formations quotidiennes dans cet esprit, clairement. Walter Henry, est-ce que ça veut dire que les référentiels français sont dépassés ? On ne peut pas dire qu'ils sont dépassés, on peut dire simplement qu'ils ont du mal à se mettre à la page. J'en veux pour preuve. Plus ou moins... Alors, ça veut dire la même chose. C'est quand même plus ou moins la même chose, si je puis me permettre. J'en veux pour preuve, voilà, c'est peut-être plus élégant, plus politiquement correct. J'en veux pour preuve lorsque l'ILCOR nous donne des nouvelles instructions, des nouvelles recommandations. Le temps qu'on les mette en application, on a déjà les recommandations suivantes, où on vient juste de les mettre en application et on nous dit « Ah oui, mais c'est terminé parce que l'ILCOR vient de restatuer et il faut changer ». Donc on a toujours un cran de retard et ça, c'est malheureusement nos instituts qui veulent ça. Il faut tellement de réunions, tellement de choses pour décider d'un changement. Après, il y a la guerre qui existe quand même entre le côté SAMU qui a des idées par rapport à la santé et puis le côté ministère de l'Intérieur qui en a d'autres. Il faut que les deux se mettent d'accord avant que les textes soient effectivement modifiés, alors que l'ILCOR, eux, ont déjà défini des nouvelles recommandations qu'on ne va pas appliquer ou qu'on va appliquer avec force retard. Les autres, est-ce que ça veut dire que les référentiels sont dépassés ? Qu'est-ce que vous pensez de cette question ? Un sujet délicat. Mais, bon, on va parler franchement. Je pense que pour ce qui est de la formation ambulancière, telle qu'elle est enseignée en France, si on en reste que à ça, oui, clairement, oui. Il faut aller voir ailleurs, vraiment. Et ces formations, comme disait Philippe, l'intérêt, c'est aussi cet échange interservice aussi. Nous, sur Nantes, on a enfin, notre pôle le plus près, c'est Vannes, de la formation PHTLS, mais on décentralise beaucoup sur Nantes et on a la chance de côtoyer aussi des membres du SDIS, des médecins SAMU et tout ça sur la même formation. Et comme vous disiez, on ne sait pas qui est le médecin, qui est l'ambulancier, qui est l'infirmier sur le trio au départ à la prise en charge. Et c'est ce qui fait la force. Et après, en plus, sur les interventions, c'est beaucoup plus simple. On a appris à se connaître. En fin de compte, tout le monde essaye de faire la même chose, prendre en charge au mieux le patient. On a travaillé derrière avec le 3SM sur des feuilles bilan, des fiches bilan communes. Si vous allez dans le 44, les fiches bilan du SDIS et celles des ambulanciers sont les mêmes, juste avec une partie un peu plus approfondie pour ce qui est du SDIS sur la traumato, parce qu'ils en font plus que nous là-dessus, et nous sur une partie un peu plus approfondie sur l'obstétrique. Parce que bon, c'est plus notre champ d'action. Enfin, c'est ça, quoi. Et vraiment, aller voir ailleurs, c'est enrichissant, quoi. Alors, c'est notre problème de notre formation. Alors, comment qu'on fonctionne dans notre entreprise ? Parce qu'effectivement, il n'y a rien d'obligatoire. Alors, le DEA, effectivement, c'est le minimum. Derrière, on travaille avec la formation pédiatrique. Et les autres formations, on est parti sur du volontariat. Et on s'est rendu compte que c'était la bonne chose. Les gens, ils font le PHTLS. Le premier qui a été, c'était dans les années 2000, c'était pas évident. Et puis, le challenge était relevé. Et après, les autres, etc. En fin de compte, maintenant, tout le monde a le PHTLS. Après, la MLS, c'est un peu plus dur. Là, le POET, ça a été lancé au mois de juin. Enfin, voilà, et c'est ça, quoi. C'est motivant, c'est enrichissant et c'est interservice. On voit qu'il y a une appétence des gens. Comment vous travaillez, vous, au SDMIS, pour mettre en place ces concepts anglo-saxons vraiment de façon très concrète ? Alors, pour l'instant, on ne peut pas dire que réellement on a mis en place ces concepts anglo-saxons.
on est en train de le faire. On est en train de le faire de deux manières. La première manière, c'est que comme tous les SDIS en France, on doit rédiger notre propre référentiel de secours d'urgence aux personnes, de SUAP, qui diffère un peu de ce qui est fait au niveau des associations agréées de sécurité civile, mais pas tant que ça. Ça reste les recommandations au premier secours de la DGSCGC, donc de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises. Donc ce sont les mêmes recommandations, mais on essaye d'adapter avec des techniques adaptées à nos matériels ou éventuellement à nos pratiques locales, si on est à la montagne, si on est à la mer, si on est dans une grande ville ou plutôt en milieu rural. Donc, dans ces référentiels, on peut importer la méthode ABCDE. Si on prend l'exemple de Lyon, où je suis, on est en train de travailler sur notre nouveau référentiel. Alors, plus qu'en train de travailler, ça fait déjà 18 mois qu'on travaille dessus. Le référentiel est finalisé, il vient d'être diffusé là, au 1er janvier. Et effectivement, la partie bilan est sous la forme ABCDE. Pour autant, on ne va pas former les 6000 pompiers au PHTLS. Aujourd'hui, on n'en a pas l'argent, il n'y en a pas la volonté politique. Et puis, ça, ce sera toujours le frein au développement de ces formations anglo-saxonnes, c'est qu'elles ont un coût. Et que ce coût, il faut arriver à l'expliquer aujourd'hui aux décideurs, et ça, c'est pas forcément une chose facile. Donc, nous, ce qu'on a décidé, c'est d'importer une partie de ces techniques dans notre propre référentiel, de former l'ensemble des pompiers avec nos formateurs de premier secours, mais par contre, de former nos formateurs de premier secours au PHTLS, par exemple. Donc, de réserver ces formations plutôt à l'encadrement et aux formateurs, et d'intégrer ce qui nous intéresse dans nos propres formations. Mais je reviendrai sur ce que tu disais. Typiquement, nous aussi, on va organiser un POET, donc un Pré-Hospital Obstetric Emergency Training, mais plutôt sur le 2e semestre de l'année. D'emblée, ce qu'on a souhaité faire avec l'école ES Azur, c'est dire, ben voilà, sur cette formation, on peut mettre 24 stagiaires, mais on ne veut pas mettre 24 pompiers. Sinon, on perd complètement l'intérêt de la formation. Donc, on y met 8 pompiers de la filière incendie, on y met 8 pompiers du service médical, 4 médecins, 4 infirmiers, et on y met 8 personnes de l'hôpital, c'est-à-dire 2 pédiatres, 2 obstétriciens, 2 sages-femmes, 2 infirmières, de manière à ce que justement on ait cette transversalité. Et je pense que vraiment l'enjeu, il est là, très clairement. Alors Bruno Puveland, votre regard est intéressant parce qu'en Suisse, on a l'impression qu'on a compris quelque chose en plus par rapport à la France. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment au quotidien ça s'articule en Suisse et puis du coup, ce que vous avez compris que nous n'avons pas encore intégré peut-être? Oui, alors, il me vient à l'esprit, je ne sais plus qui, un journal de 20 heures il y a quelques années montrait le code du travail français versus le code du travail suisse. Ça résume tout. La réglementation suisse, elle est assez souple et elle laisse à chaque organisation, sur des recommandations simples, de former leurs secouristes. Pour revenir sur la formation d'un secouriste, un secouriste niveau 3 chez nous, il a à peu près, je dis en Suisse, 70 heures de formation, 70 heures. Et on va sur les recommandations internationales, ce qui laisse à l'organisation de faire son plan de formation. Ce qui change, c'est que les formateurs sont des enseignants, professionnels de l'enseignement. C'est peut-être ce qui diffère aussi. On certifie nos candidats et ils ont des gestes autorisés hors de la régulation 144 ou de médecins des organisations qui disent « mon secouriste niveau 3 est autorisé à pratiquer des gestes interdits dans certains autres pays ». Donc c'est beaucoup plus simple, on se casse moins la tête et on prend les recommandations en disant il semble que ça c'est bon pour le patient, on travaille pour un patient, donc on l'applique. Ça vous fait peut-être rêver du coup, Walter Henry, d'avoir... Parce que vous êtes un peu, vous, pieds et poings liés, donc est-ce que vous auriez envie, vous, finalement, de vous lancer dans ces formations anglo-saxonnes si on vous en donnait la possibilité? Alors il faut aussi ne pas oublier un gros détail. Sur ma gauche, j'ai des professionnels. Et moi, je représente 99% de bénévoles à qui on impose un certain nombre de formations, ce qui est logique au regard de ce qu'on attend d'eux, mais ça reste des bénévoles. Je vous ai déjà annoncé le volume horaire tout à l'heure qui avoisine la centaine d'heures pour être capable de mettre quelqu'un le pied à l'étrier. Si on rajoute encore de nouvelles formations ou une nouvelle strate, ça va devenir extrêmement compliqué. On n'a pas les moyens financiers et à un moment donné, nos bénévoles s'usent à faire les formations initiales, à faire les formations continues, donc les recyclages annuels. Pour peu qu'ils soient aussi dans le nautique, ils ont encore une formation supplémentaire annuelle. Pour peu qu'ils soient maître nage ou autre, c'est une formation tous les 5 ans. Et à la fin, ils nous disent moi j'ai fait que des formations, mais quand est-ce que je fais quelque chose en dehors de la formation? Donc il faut aussi
prendre cette mesure en compte. On n'a pas des professionnels chez nous. Là, on parlait de formateurs professionnels. Dans le milieu associatif français aujourd'hui, on n'a pas de formateurs professionnels. On peut avoir quelques-uns qui sont effectivement salariés, mais ça reste à la marge par rapport au volume total de formateurs qui existent, qui sont pour la grande majorité d'entre eux des bénévoles au même titre que les gens qui interviennent sur le terrain. Donc ça paraît compliqué d'aller mettre en œuvre de nouvelles choses. Ou alors il faut supprimer ce qui existe pour le remplacer par des choses qui sont peut-être plus efficaces. On parlait de l'ILCOR, peut-être faudrait-il prendre tout de suite en compte les mesures qui sont préconisées, plutôt que d'attendre 4 ans, de les mettre en œuvre et qu'on nous dise ça tombe bien, tous les 5 ans ça change. J'ai peut-être un autre regard. Le secouriste français, il a 80 heures de formation. Le Suisse, il a 70 heures. Il n'y a pas le même engagement dans la formation. Il y a la crise du volontariat en France, elle est réelle. Ils mettent souvent en avant, il me semble, le manque de reconnaissance. Mon secouriste, à 70 heures, il va faire des gestes, il va apporter quelque chose au patient, seul, par une mesure de glycémie, par une correction péros. Il va être valorisé. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire si on veut motiver les secouristes aussi, les reconnaître, les former. 70 heures, 80 heures, c'est le même temps d'engagement. On ne demande pas plus. On les reconnaît à une autre mesure et ils sont peut-être utiles au système. Je ne sais pas, c'est une vision très suisse, très neutre. C'est ça. Philippe Secondi, allez-y. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, on a exactement la même problématique. Aujourd'hui, 80% des pompiers sont des pompiers volontaires. Donc, bien évidemment, on ne va pas faire exploser les volumes de formation. Alors, pour le coup, pour la fédération des sapeurs-pompiers que je représente, on est très vigilant à ce temps de formation. Aujourd'hui, on avoisine à peu près les 100 heures, on va dire 90 heures de formation pour un équipier au VSAV. On rajoute ensuite une formation pour les chefs d'agré VSAV et on ne veut pas aller plus loin. Ça aussi, c'est fondamental. C'est pour ça qu'on ne prendra pas l'option de former tous nos pompiers au PHTLS, à la MLS, à l'EPC, au POET, au TECC, et on pourrait comme ça faire une liste très très longue. Non, l'objectif, c'est bien d'intégrer les concepts, et en particulier le concept de l'évaluation du patient, dans nos formations à volume horaire constant. Voilà, ça, je pense que c'est un enjeu fort aussi. Alors, on a déjà des réactions dans le public. Je vais demander juste qu'on allume le micro à chef. Voilà, parfait. On a une première question. On va faire 5-6 minutes de questions et on reprendra le cours du débat. Oui, merci. Donc, ce n'est pas des questions, c'est des remarques. Jean-Claude Deslandes, je suis médecin anesthésiste, réanimateur. J'ai été médecin SAMU, médecin-chef des sapeurs-pompiers. Je m'oppose à ce terme anglo-saxon. Je m'explique. Je ne vois pas pourquoi il y a ce titre anglo-saxon. C'est quoi ça? C'est simplement des formations qui sont pratiques et pragmatiques. Si c'est pragmatique, c'est cartésien. Si c'est cartésien, c'est français. Bon, ça, c'est le premier point. Donc, bon. Historiquement, je suis désolé, mais je suis un petit peu à l'origine de ça. Je plaide de coupable et ça m'a valu beaucoup d'ennuis. C'est bien sûr au Québec et non pas aux États-Unis. Et dites aux Québécois qui sont anglo-saxons, ils ne seront pas contents. Donc, c'est au Québec que j'ai, avec Léon Dontini, qui était patron de chirurgie thoracique au Sacré-Cœur, avec Mario Mas, que tout le monde connaît ici, bon, fait beaucoup de gens. Donc, j'ai découvert ces formations avec la Fondation des maladies du cœur du Québec, pas du tout aux États-Unis. Et j'ai amené pendant 7-8 ans, 2 fois par an, 20 à 30 médecins et infirmiers français à Montréal pour suivre ces formations. On faisait le PHTLS au Sacré-Cœur, on faisait l'ATLS aussi, bien sûr. On faisait le PALS à l'hôpital Sainte-Justine, qui est quand même une référence mondiale, hôpital francophone et non pas américain. Et on faisait la CLS à la faculté de médecine de Montréal. Puis bon, c'était un peu compliqué de déplacer les Français là-bas, et on a importé ces formations. Et je suis désolé, j'étais le premier à initier ces formations, que l'on fait un peu partout en France. Puis bon, la fatigue venant, on va peut-être passer à autre chose. Et ça m'a valu beaucoup de... Mais je reviens sur ce principe anglo-saxon que je dénie. D'abord parce que c'est qui? On va citer simplement un seul nom américain. On va citer Peter Safar. Qui c'est Peter Safar? C'est un Autrichien. Il est parti en 1936 pour les raisons que l'on connaît. Ce sont des Européens qui ont créé ces formations. Et je me souviens, puisque je fais partie des anciens, quand on a des formations à Valarbre, je vous parle des années 70, vous aviez Louis Serre, fondateur des SAMU et premier médecin-chef des pompiers de France. Il faisait de la CLS. Quand on regarde les cours, c'était l'airway, la circulation. Ils avaient tout inventé. On va dire, je ne vais pas dire que les Américains nous ont copiés, c'est pas ça, mais
on faisait exactement les mêmes choses. Ils ont peut-être fait plus de publicité là-dessus, on a peut-être... Mais en tout cas, les fondateurs des SAMU français, et Louis Serre, avec Louis Larenque, faisaient une formation qui était exactement ces formations que vous dites anglo-saxonnes. Je me refuse de dire qu'elles sont anglo-saxonnes. Et je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, maintenant avec l'ILCOR. Ces formations, elles sont largement internationales. Il faut arrêter, et tout le monde travaille de la même façon partout dans le monde. J'étais il y a 6 jours au Canada, j'étais il y a 15 jours aux États-Unis et j'étais il y a 4 semaines en Chine. Et je regardais les gens travailler. Bon, c'est pareil, c'est l'ILCOR. L'ILCOR, c'est qui? C'est l'European Resuscitation Council, plus le Romanian Resuscitation Council, plus le New Zealand. Enfin, je veux dire, c'est le monde entier qui travaille de la même façon. Alors arrêtons, je reproche un peu aux organisateurs que j'adore d'avoir mis ce titre anglo-saxon. Il faut réunir et non pas diviser. Moi, je suis très fier d'avoir été français, d'avoir été médecin de SAMU et d'avoir été médecin pompier. On m'a reproché longtemps d'avoir initié ces formations. Tout le monde les reconnaît et vous l'avez signalé. Malheureusement, avec les attentats, on a aussi appris à être encore plus pragmatique que ce que l'on était et on rejoint la simplification. Je pense que maintenant, il faut tout le monde travaille pareil, qu'on soit hospitalier ou pas hospitalier. Donc, je vous en prie, arrêtons de parler de formation anglo-saxonne pour dire simplement américaine. J'ai beaucoup d'amis aux États-Unis, mais ce n'est pas l'Angleterre et ce n'est pas le Canada. Ne dites pas aux Canadiens, aux Anglais qu'ils sont américains, ils ne seront pas contents. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Si j'ai encore écrit anglo-saxon, vous me fustigerez à la fin de la conférence. Allez-y si vous avez quelque chose à répondre là-dessus. Je l'avais précisé au début, pour ce qui est de nous, c'est en allant au Québec, effectivement, qu'on a rencontré ce principe pour ce qui est de la défibrillation. Je mettrais juste un bémol sur, effectivement, la différence de philosophie entre les anglo-saxons et nous. C'est-à-dire que, je suis désolé, docteur, mais les formations ont été réservées essentiellement au corps médical. À l'époque, hein. Voilà. Tandis qu'en allant regarder le PHTLS, on n'a jamais pu passer la SCLS en France parce que nous étions ambulanciers, etc. Regardez le corporatisme en France, c'est ce qui nous bloque. Si on applique Citrocentus Latex, on ne peut pas faire une glycémie. Comment vous voulez faire un bon bilan sans faire une glycémie parce que c'est un geste invasif. Tout ça nous bloque. Alors que nous sommes quand même des premiers intervenants et un bilan sans glycémie pour moi n'a pas de sens, par exemple sur un malaise. Enfin, voilà quoi. Et ces formations, c'est ça aussi, c'est l'échange et cette passerelle, que ce soit un infirmier, un médecin, un ambulancier quoi. C'est ça, c'est surtout la philosophie qu'il y a derrière quoi. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ou d'autres interventions avant de reprendre le cours du débat, ou est-ce que non? Bon, alors on va continuer. Du coup, les uns les autres, quand on a préparé cette conférence, vous m'avez fait remarquer à juste titre que le SAMU n'est pas autour de cette table. L'idée, c'est pas évidemment de les critiquer, de les fustiger, on n'est pas là pour ça, mais c'est d'essayer de comprendre pourquoi, parce qu'on les a invités, pourquoi ils n'ont pas voulu particulièrement parler de ces formations qui ne sont donc pas anglo-saxonnes, mais qui sont donc de ces formations. Voilà, on va s'arrêter là, de ces formations. Pourquoi, voilà, qu'est-ce qui les gêne dans le développement de ces formations-là, selon vous? Qui se mouille? Allez. Il n'y a pas grand-chose pour se mouiller. Moi, je ne veux pas répondre à la place des SAMU. Et s'il y a des médecins de SAMU dans la salle, ce serait bien qu'ils s'expriment aussi à ce sujet. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas encore compris qu'il fallait effectivement tous travailler ensemble. Et alors, ce cours expo nous donne l'occasion, pour une fois, d'être réunis tous ensemble, mais il faut absolument qu'on arrive à se former ensemble. Si on prend le cas du secours routier, par exemple, pour prendre une autre technique, en matière de secours routier, les pompiers se forment souvent de leur côté, les SAMU font de la médicalisation du secours routier de leur côté, et rarement, en tout cas, on forme les gens ensemble. Donc je pense qu'il faut qu'on casse cette barrière-là et que les gens arrivent à se mettre autour de la table. Après, pourquoi ils ne sont pas là aujourd'hui? Là, je ne peux pas répondre. Je parlais tout à l'heure de la problématique qu'on avait lorsque les référentiels sortent et le temps qu'ils mettent à sortir, précisément entre le temps que la santé se mette d'accord avec le ministère de l'Intérieur, tout simplement. On parlait là à l'instant d'un geste invasif.
que tout le monde espère un jour pouvoir faire, mais qu'aujourd'hui personne n'a le droit de faire. Ni les pompiers, ni les secouristes, personne. Seul le médecin peut le faire. Est-ce logique? Je ne sais pas ce qui empêche. Alors est-ce que c'est juste un mouvement corporatiste de dire... c'est ce qu'on avait un peu avant aussi avec le défibrillateur, il ne faut pas se leurrer. Hein. Pourquoi on n'utilisait pas un défibrillateur? Un défibrillateur, c'était un geste médical. Seul un médecin pouvait utiliser un défibrillateur. Jusqu'au jour où maintenant tout le monde peut utiliser un défibrillateur, sans exception, voire même sans formation. Donc c'est ce corporatisme qui englue un petit peu tous nos référentiels et qui font que ça n'avance pas à la vitesse à laquelle ça devrait avancer. Alors justement, pour parler de l'uniformisation des pratiques, on reviendra sur le corporatisme un petit peu plus tard, comment, grâce à ces formations, on peut faire que tout le monde travaille ensemble? Alors, il y a ce côté ABCDE qui fait un peu, c'est vrai, recette de cuisine, hein. On fait ça, on fait ça, on fait ça, et puis tout le monde est content. Est-ce que c'est si simple que ça, au final, et est-ce qu'on peut y arriver sur le long terme réellement? Allez, Bruno. Alors, pour le vivre, pour l'avoir pratiqué encore maintenant, je pense que oui. Dernièrement, un infirmier sapeur-pompier d'un SDIS chez moi me demandait comment on formait le personnel infirmier à l'ABCDE. Et je lui dis, on a une base, un outil qu'on utilise qui s'appelle la Corfa. Il l'avait sur son bureau. Mais il me dit, malgré ça, j'arrive pas à travailler et à leur faire assimiler ce drill. C'est du drill. Mais si on prend une base pour tout le monde, l'école d'ambulanciers de Lausanne, de Genève n'ont rien inventé. Philippe disait, il faut prendre ces formations et s'en inspirer. L'ABCDE de la Corfa, la Commission romande pour les formations d'ambulanciers, s'est inspiré du PHTLS, de la CLS. On évalue tout et après, selon les branches, on part. C'est pragmatique, Jean-Claude Deslandes, j'adore quand il le dit, qu'il faut être pragmatique dans l'urgence. C'est ça, effectivement. C'est une base centrale et après, on peut broder en fonction des niveaux. Mais on a tous la même base au départ. Je pense que le début, il est là. Se mettre ensemble et travailler dessus. Patrick Hughes, peut-être? Surtout pour nous faire partager votre quotidien, en fait. C'est ça qui m'intéresse, de savoir comment ce ABCDE se matérialise vraiment. Tout simplement sur la prise en charge de chaque patient. C'est une façon de travailler, c'est une philosophie, c'est un déroulé de prise en charge. Et moi, il n'y a pas de querelle blanc-rouge. On est tous préoccupés par optimiser la prise en charge du patient. Et je sors un peu du contexte, mais j'en reviens quand même souvent à la même chose. On a le plus grand nombre de véhicules de transport sanitaire d'Europe, tout confondu, associatifs, VSAV, ambulances, etc. On a un taux de récupération des ACR qui est catastrophique. On est à 5-6%. C'est bon, quoi. On a un pouvoir qui est centralisé. Paris décide et la province subit. C'est pas possible. Mettons le patient au milieu de tout ça. Apprenons à travailler tous ensemble avec une ligne. La BCDE, moi, ça me convient tout à fait. C'est reconnu dans 35 pays minimum dans le monde. Voilà, il y a une logique, il y a un patient, on apprend à travailler ensemble. Et effectivement, c'est un non-sens. Et là, je suis désolé, mais c'est quand même du corporatisme de dire non, vous ne pouvez pas faire une glycémie parce que c'est un geste invasif. En quoi c'est délétère pour le patient? En quoi c'est délétère pour le patient? Par contre, ça peut être un cas d'éviction pour une prise en charge de l'AVC derrière, etc. Enfin, voilà, quoi. Quelle que soit la couleur, quelle que soit notre formation de base, notre seule préoccupation, ça doit être le patient. Alors je précise que samedi matin, nous aurons une table ronde sur la délégation justement du savoir médical et toutes ces problématiques des outils. Voilà, est-ce qu'ils sont seulement médicaux ou est-ce qu'ils peuvent devenir secouristes? Allez-y, s'il vous plaît. Juste pour revenir sur les propos effectivement du docteur Deslandes, l'énorme avantage de toutes ces formations, alors, pas anglo-saxonnes, mais de toutes ces formations pragmatiques, c'est que souvent elles ont une grosse bibliographie. Parce qu'il y a des études derrière dans le domaine. Or, nous en France, hormis ce que font nos collègues de la santé dans le domaine des SAMU, SMUR, SAU, SAUV, enfin, dans le domaine de l'urgence, on a zéro étude, rien. On n'a rien dans le domaine du secourisme. Et ça, c'est vraiment notre gros point faible. C'est qu'aujourd'hui, comme on n'écrit pas, du coup, on n'est pas capable de produire notre propre science. Donc du coup, il faut aller la chercher ailleurs.
Et une des manières de le faire, c'est de prendre ces formations clés en main qui souvent collent à la science du moment. Le gros problème aujourd'hui des études françaises menées dans les SAMUSMUR, c'est qu'elles sont faites à partir du moment où il y a un médecin qui se présente sur les lieux. J'en veux pour preuve une étude sur laquelle on s'est intéressé il y a pas très longtemps. Je vois des collègues de Lyon dans la salle. On s'est posé la question sur les ceintures trochanteriennes. On s'est dit, est-ce qu'aujourd'hui, un secouriste, un sapeur-pompier, un ambulancier, est-ce qu'un secouriste peut mettre une ceinture trochantérienne? On s'est dit, tiens, ça pourrait être intéressant d'aller voir ce que dit la science. Donc on a été recherché. Alors il n'existe pas grand-chose, mais il existe quand même des articles. Et puis surtout, il existe une recommandation formalisée d'experts de juin 2017, RFE, SFMU, SFAR, donc Société Française de Médecine d'Urgence, Société Française d'Anesthésie et Réanimation, qui dit il faut mettre une ceinture trochantérienne le plus tôt possible. Alors on s'est dit, chouette, nickel, on a exactement ce qu'il nous faut. Bon, comme on se doutait quand même que c'était pas aussi clair que ça dans la tête des rédacteurs, on les a appelés et ils nous ont dit, ah oui, il faut mettre une ceinture trochantérienne le plus tôt possible, à partir du moment où un SMUR est là. Parce qu'avant, on ne peut pas le faire. Et le gros problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, nos collègues hospitaliers qui font toutes ces études, les font uniquement avec cette vision où la prise en charge du patient débute quand un médecin est sur les lieux. Or, ce n'est pas vrai. La prise en charge du patient, elle débute quand un premier intervenant est sur les lieux, quelle que soit sa qualification. Et à ce premier intervenant, il faut lui donner les moyens d'intervenir, et en tout cas, il faut le prendre en compte dans l'étude qu'on réalise. C'est le cas pour les arrêts cardiaques. Quand on parle de prise en charge des arrêts cardiaques, ça commence au premier témoin. Et il faut faire des études en prenant en compte toute la chaîne, et pas seulement en se disant que l'étude, elle démarre quand le SMUR arrive. Et c'était le cas des ceintures trochantériennes. Walter Henry, ce ABCDE, il vous séduit? Est-ce que vous pouvez le mettre facilement en place? Je pense que ça peut se mettre en place au même titre que ce qui est déjà fait aujourd'hui. Mais je rejoins exactement ce qui vient d'être dit, à savoir, on a un certain nombre de restrictions dans nos gestuels. Alors peut-être pire encore au niveau associatif qu'au niveau pompier, qui peut-être faire encore un petit peu plus de choses, et encore je ne suis pas sûr, guère plus. Mais on a ce carcan qui fait que tant que le SMUR ne sera pas là, on ne pourra pas avancer plus, même si on sait le faire. Je vais plus loin dans ce que j'exprime. Il nous arrive d'avoir des postes de secours médicalisés, mais quand ils sont médicalisés sous l'entité de l'association qui l'a fait. Donc ce ne sont pas des médecins ou des infirmiers qui viennent du SMUR, enfin en tant que tels. Et même eux ne sont pas autorisés à faire des gestes de base, à la limite qu'ils font habituellement au quotidien. Donc là, ça devient incompréhensible. C'est-à-dire qu'on n'est pas autorisé à faire ces gestes qui sont considérés comme invasifs. Donc c'est vraiment la problématique qu'on a aujourd'hui. C'est qu'on est tenu d'attendre les secours suivants qui vont des fois mettre 5, 10. Alors je dis 5-10 minutes parce que je suis francilien. Si je n'étais pas francilien, je pourrais parler de 20, 30, 40 minutes. Et là, on n'est plus du tout sur les mêmes fourchettes. Le premier intervenant peut être là dans des délais très courts, surtout si c'est un poste de secours, c'est-à-dire qu'il était déjà là quand le problème survient. Sauf que le temps que les secours autres arrivent, en province, on n'a pas du tout les mêmes délais d'intervention qu'ici en Ile-de-France. Donc s'il faut encore attendre 40 minutes ou 30 minutes que quelqu'un arrive pour pouvoir faire quelque chose qui à la limite était potentiellement possible de faire immédiatement, là on supprime peut-être des chances de survie tout simplement aux patients. Patrick, je vous voyais réagir à ce que disait Walter Henry. Moi non, je cautionne tout à fait. C'est ce qu'on vit au quotidien. Et effectivement, comme vous dites, le facteur temps, on sait qu'il est préjudiciable généralement aux patients, quoi. Et en province, encore nous, je suis dans un département relativement structuré et avec peu de problèmes géographiques comme ça pourrait être en moyenne montagne ou voire en montagne. Mais effectivement, il va falloir quand même qu'on puisse confier certains actes aux premiers intervenants. Ça, c'est une évidence, quoi. Là, il y a quand même quelque chose qui me saute un peu aux yeux, c'est que j'ai l'impression qu'on va avoir un secours et soins d'urgence à deux vitesses avec vous, qui êtes un peu à fond sur ces formations, et puis Walter Henry, et puis les associatifs qui, du coup, ne peuvent pas aller aussi loin et aussi vite que vous. Et donc, du coup, vous allez un petit peu les décrocher. Donc, quand on parle tout à l'heure d'uniformisation, de cohérence sur le terrain, finalement, elle n'est pas aussi évidente que ça, vu que vous allez être très en avance.
Non, il faut qu'on uniformise, c'est indispensable. Indispensable. Il faut, mais du coup, on voit bien que ce n'est pas forcément évident. Alors, concernant les sapeurs-pompiers, donc, nous sommes en train de travailler sur un nouveau référentiel SUAP, donc, au niveau de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. On espère, courant 2018, porter un document auprès de la DGSCGC. L'objectif étant bien sûr que ce document puisse être décliné ensuite à tous les organismes qui font du premier secours. Et je revenais par exemple, enfin, ça m'y a fait penser vos propos, sur la glycémie capillaire. Aujourd'hui, alors moi dans mon département, on pratique la glycémie capillaire, mais ça paraît une évidence. Aujourd'hui, il y a une recommandation de la Haute Autorité de Santé qui dit que pour toute suspicion d'AVC, il faut faire une glycémie capillaire en préhospitalier par le premier intervenant pour ne pas emboliser les urgences neurovasculaires. Je vois pas, enfin, c'est limpide. Bien sûr que tout le monde doit faire de la glycémie capillaire, mais sauf qu'on n'a pas réussi encore à intégrer ça dans nos textes. Donc il faut qu'on trouve le bon moyen au niveau du ministère de l'Intérieur, pour le coup, puisque c'est notre administration de tutelle, pour mettre en transversalité tous ces travaux, pour qu'ils s'appliquent à tout le monde, sans qu'il y ait une scission entre les sapeurs-pompiers et les secouristes associatifs ou les ambulanciers. Même si les ambulanciers, pour le coup, c'est un peu plus compliqué, puisqu'ils ne sont pas du ministère de l'Intérieur, ils ont une autre réglementation qui s'applique à eux. Mais bien sûr qu'il faut qu'on avance tous ensemble, et pas forcément en allant chercher tout un tas de modules de formation, mais bien en intégrant cette méthodologie et en prenant en compte la science qui est produite dans notre pays, puisqu'il n'y a pas besoin d'aller chercher dans d'autres pays, on sait faire, à condition que la catégorie secouriste soit bien prise en compte dans les études. Et c'est là où peut-être que nos collègues de la santé doivent nous aider à prendre en compte les secouristes dès le début. Et s'il faut demain protéger les voies aériennes sur tous les arrêts cardiaques, eh ben, il faut sans doute que les secouristes soient dotés de matériel pour protéger les voies aériennes. Si demain il faut qu'on puisse mettre de la perfusion intra-osseuse quand on est un infirmier en préhospitalier, ben, il faut former les infirmiers à la perfusion intra-osseuse. Enfin, et comme ça, on pourrait décliner tout un tas de choses. Si demain il faut former les secouristes à faire de la prise en charge de la douleur en leur donnant des moyens pour faire de l'antalgie, mais sans que ce soit invasif, ben, il faut y aller. Et aujourd'hui, il y a plein de sujets sur la table, mais il faut qu'on y aille tous ensemble. Pour le coup, je suis d'accord. Patrick, justement, au niveau de cette cohérence de terrain, est-ce qu'au niveau des ambulanciers, il y a un consensus sur ces formations? Est-ce que vous voyez, parce qu'il y a votre département, on sait que vous êtes très actif dans votre département, mais on sait aussi que la France, c'est beaucoup de régions, beaucoup de territorialité, et c'est pas pareil partout. Alors, au niveau des ambulanciers, est-ce qu'il y a ce consensus-là? Cette envie-là même? Je vous invite à venir demain à la table ronde. Laquelle? Ah non, mais j'y serai, c'est moi qui l'anime. Mais je pense que vous aurez la réponse. Ouais. Non, malheureusement, on va être franc, clairement. C'est un peu le problème de notre profession. Mais enfin, ce qui est possible dans notre département doit l'être ailleurs, quoi. Il n'y a pas de querelle blanc-rouge dans notre département. On travaille en complémentarité. On a emmené l'ensemble de la profession vers ce type de prise en charge. Bon, il n'y a pas de raison que ce qui fonctionne en Loire-Atlantique ne peut pas fonctionner ailleurs. C'est surtout ça, quoi. Et faut-il qu'ils aient l'envie de le faire autant que vous? Eh bien, à nous de nous battre pour qu'il y ait l'envie et motiver ces entreprises à aller vers ça. On a un maillage territorial qui est extraordinaire. C'est ce que je reviens toujours à la même chose. Au délai d'intervention qu'on peut avoir, au nombre de véhicules de transport sanitaire, au taux de récupération, les prises en charge de l'AVC qui ne sont pas optimum, etc. Enfin, il y a plein de choses, alors qu'on a des véhicules qui sillonnent à vide l'ensemble du territoire, qui soient blancs ou rouges. Hein. Là-dessus, moi je suis très clair, hein, c'est pas le problème. On envoie l'effecteur le plus près et le plus approprié à la prise en charge du patient. Et derrière, une méthodologie. Ça fonctionne ailleurs, ça fonctionne en Suisse. Alors c'est vrai que nous, on est plutôt un pays jacobin, avec un pouvoir centralisé. Mais bon, c'est bon, on paye tous les mêmes impôts. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir le même accès à l'urgence préhospitalière, à une prise en charge cohérente et adaptée. Alors, on va commencer à conclure doucement cette conférence, mais très doucement, parce qu'on a une autre intervention. On a même deux interventions. Bon, vous devez être content, on n'a plus dit formation anglo-saxonne. Déjà, j'espère qu'on a rectifié ça. Je ne veux pas monopoliser, mais je suis le doyen de cette salle. Je ne suis pas toujours très gai. Et j'ai que des amis autour de moi. Et je tiens à ce que ce soit que des amis, bien évidemment. Pour le dextro, les diabétiques font... Bon,
pétard de bois, soyons logiques. Et tu as parlé de ceinture pelvienne, enfin, ou trochanterienne. On admet que les gens doivent mettre un garrot. C'est normal. Le premier citoyen doit savoir mettre un garrot. Et c'est peut-être parfois plus dangereux, il faut le faire, que de faire un extro. Je pense aussi, je voudrais reprocher aux associations Croix-Rouge, verte, blanche, jaune, ce qu'on voudra, si elles s'entendaient, elles disaient, on fait la mesure de la glycémie, qui va le reprocher? Je ne connais pas, pour avoir un peu travaillé avec la justice, je ne connais pas un juge qui reprocherait à un secouriste d'avoir fait un dextro. Ça, je l'affirme, on peut l'écrire. Je ne connais pas. Mais pétard de bois, ayez un peu, là aussi, je ne dis pas de courage, je ne me permettrai pas, mais que les associations s'entendent, ils seront tout contents, les copains de la régulation. On leur dit, il y a un dextro de temps, c'est pas eux qui mesurent, c'est la machine. Donc on ne peut pas se... Bon. Mais prenez-vous en main aussi, entendez-vous entre vous et faites des petites choses. Je veux dire, c'est bon. Personne ne vous le reprochera. Personne, aucun juge ne vous le reprochera. Walter Henry, est-ce que vous voulez réagir? Est-ce que quelqu'un veut réagir? Et il y aura une deuxième question. Je vais juste signaler que dans le département qui est le mien, qui est l'Essonne, c'est le SAMU qui nous l'interdit purement et simplement. Non mais voilà, c'est très clair. C'est une interdiction et elle ne s'arrête pas au niveau associatif, elle va au niveau des sapeurs-pompiers aussi. Mais... Oui. Sous responsabilité du médecin chef. Ambitieux. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, je sais ce qui manque. Il manque une vraie commission scientifique aussi du secourisme. Parce qu'on a eu l'Observatoire national du secourisme. Ensuite, on a eu l'équipe nationale SAP. Là, en ce moment, on a le Conseil ou le Comité national de protection civile qui reprend sa charge. Mais on se rend compte qu'on n'a pas vraiment de comité scientifique qui puisse porter des études pour les secouristes. Et là, vraiment, je pense que ça manque aujourd'hui de mettre en avant que le secouriste, il peut faire des choses pour sauver les gens. Et du coup, on pourrait être beaucoup plus ambitieux et aller beaucoup plus loin. Mais par contre, il faut qu'il y ait aussi des médecins. Exactement, bien sûr, il faut qu'il y ait des médecins qui viennent nous aider pour faire ça. Oui, mais avec quel scientifique? Le problème, il est là, c'est qu'il faut une infrastructure pour faire des études. Au niveau sapeurs-pompiers, on essaye de faire des études. Alors, hormis la brigade de sapeurs-pompiers de Paris qui fait des études, mais parce qu'ils y ont mis des moyens. Mais les autres, globalement, ils ne font pas d'études. Oui, c'était juste pour rebondir. Je suis d'accord entièrement avec tout le monde. Je me présente, Benjamin Bazeli. Je suis au département du Rhône, donc on a déjà entendu. Je suis aussi réserviste à la Légion étrangère. Et je m'investis énormément dans l'associatif. Parce que pour moi, j'ai deux passions, c'est l'urgence et la pédagogie. Et pour moi, il y a trois mots qui sont essentiels, qui ressortent et qui doivent être dans la tête de tout le monde en tant que secouriste. Le premier, c'est le bon sens. Le deuxième, c'est le pragmatisme. Et le troisième, c'est la bienveillance. Le premier, c'est le bon sens parce qu'aujourd'hui, oui, effectivement, c'est le médecin-chef qui nous dit qu'on a le droit, en tant que sapeur-pompier, de pouvoir faire un dextro. Et mon fils... qui pourrait être diabétique à 8 ans, comme vous le dites, il peut faire son dextro lui-même, mais nous, on n'a pas le droit. Et on se fait on a des reproches du SAMU. L'infirmier à l'hôpital aux urgences, il n'a même pas le droit de mettre de la colle sur une plaie, c'est le médecin qui va le faire. Voilà, c'est peut-être dans ces accréditations, on ne sait pas. Le problème, c'est qu'on a des décalages en France en fonction des corporations et en fonction des degrés d'urgence. Et ce qu'il faut, c'est, quand on parle de pragmatisme, c'est mettre le corporatisme et l'ego qui vont, à mon sens, ensemble. Justement pour pouvoir traiter en premier ce qui tue en premier. Et c'est le concept de l'ABCD eux-mêmes. C'est on traite en premier ce qui tue en premier. Et ça, c'est super important. Parce que ça veut dire que ce n'est pas le corporatisme ou l'ego qui prime sur tout le reste. C'est la victime. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est pour sauver des victimes. C'est pas pour se faire valoir de dire c'est moi qui fais le plus de gestes ou c'est toi qui en fais le plus. On a vu pour le Bataclan qu'effectivement, avoir des super forces spéciales de l'espace, le GIGN, le RAID, la BRI, c'est super bien, mais c'est pas adapté parce qu'ils ont un délai de prise en charge qui est trop long ou d'intervention qui est trop long. C'est pour ça que maintenant, suite enfin, malheureusement aux attentats, on a repositionné les missions de chaque force de police. Au niveau de l'arrêt cardiaque, on le voit bien, on forme aux gestes qui sauvent, on forme à alerter, masser, défibriller avant et on fait évoluer pour que ce soit les premiers intervenants qui vont traiter tout de suite ce qui tue en premier.
parce qu'au bout de 3 minutes, si on n'est pas massé, forcément, il y aura des séquelles irréversibles. Et là, pour ça, on n'a pas besoin d'être un super chirurgien ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut, c'est une réponse de proximité avec un maillage territorial adapté. J'en viens par exemple aux gestes techniques. Au niveau du packing, on a vu suite aux attentats, maintenant les pompiers, dans notre département, on nous a autorisé à mettre des pansements hémostatiques. Avant, c'était un geste invasif, ça l'est toujours d'ailleurs, mais c'est du bon sens, parce qu'il faut sauver des vies. Et qu'on ne va pas attendre 30 minutes un infirmier ou un médecin qui ne sont pas disponibles immédiatement tout de suite pour pouvoir stopper une hémorragie. Donc l'objectif, c'est vraiment ça, c'est le bon sens, le pragmatisme, la bienveillance vis-à-vis des victimes et entre nous. Ce qu'il faut, c'est lâcher prise pour certains et puis s'investir pour d'autres en disant ok, je suis peut-être associativement parlant investi, mais par contre, il faut que je sois professionnel dans ma réflexion et il faut que je me donne les moyens pour justement atteindre tel ou tel niveau, parce qu'on peut justement, en toute reconnaissance, me donner les éléments adaptés et les compétences pour pouvoir y arriver. Voilà, merci. Ne paniquez pas, hein, vous pourrez sortir du salon sans aucun problème. Je vois qu'après l'annonce, il y a des gens qui sont partis vite, mais vous inquiétez pas, vous serez pas enfermés. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à dire, une réaction, et puis peut-être que d'autres ensuite auront des questions? Je vous écoute, allez-y. Non, je crois qu'on a fait le tour. Effectivement, l'intérêt du patient, on le dit toujours, c'est toujours parlant, on se cache derrière. En pratique, c'est plus difficile à faire. Pour nous, c'est ce qui nous sauve, c'est ce qui nous permet de réussir de grandes choses à l'ES Azur. On est apolitique, on travaille pour un système. Notre direction nous le rappelle, et l'intérêt du patient et du système. Quand on garde ça à l'esprit, on peut faire de grandes choses. La preuve, on est là aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais poser la dernière question à chacun de vous. Allez-y. Ouais, il a juste résumé la chose. La Suisse, c'est fédéral. C'est pas un pouvoir centralisé. C'est beaucoup plus simple. Alors, pour terminer sur cette conférence, les formations, je ne dis pas anglo-saxonnes, ces formations, oui ou oui, mais. Ici, il y aura sûrement un oui, mais, et là, il va y avoir des oui. Mais je vous écoute quand même pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit. Et peut-être développer d'autres arguments. Allez-y. Je vais y aller, moi. Parce que je vais dire un oui, mais. Alors ça, c'est étonnant. Ça fait plaisir. On l'a appris, le métier d'ambulancier en Suisse tel qu'il est aujourd'hui, il est né il y a 20 ans, par des pionniers qui sont allés chercher ces formations internationales, Jean-Claude. Ça a été utile, efficace, mais on se rend aussi compte qu'on en a oublié certains aspects du métier qui a été axé sur la technicité. Et on arrive maintenant à un stade où on se dit on va intégrer le facteur humain aussi au métier. Donc il y a du oui à 99%, mais on s'inspire beaucoup, on a toute une branche formation continue. On donne des cours internationaux sur des modules spécifiques, sur des publics cibles, et on s'inspire énormément. Typiquement, cette année, on fait des damage control. On s'est inspiré de la gestion des événements majeurs qu'on donne sur la branche LSG. On s'est inspiré du TE2C pour en faire un cours purement vaudois, adapté à un concept dans lequel on a mis les secouristes, les régulateurs sanitaires, les SMUR, les psychologues et la police. Donc oui, mais quand même, on peut l'adapter. Alors, Walter Henry, s'il vous plaît. Je suis d'accord sur le oui, mais. Nous, on rencontre aussi ce problème, c'est que le premier secours évolue tous les jours. Il n'arrête pas d'évoluer. Moi-même, je suis formateur. Tous les 6 mois, il y a des réformes, il y a des nouveautés, ça n'arrête pas. Si on ne se met pas à la page très, très, très régulièrement, on est tout de suite dépassé. Un formateur qui ne se recycle pas, qui ne suit pas l'activité et l'actualité, il est tout de suite hors du circuit. Si on rajoute encore une nouvelle strate, pourquoi pas, mais il faut qu'on arrête de changer tous les 3 jours. Parce que ça use tout le monde. Et pour former des gens, souvent en formation continue, ma profession première, c'est maître nageur sauveteur. Pour reformer régulièrement des maîtres nageurs sauveteurs, quand vous leur dites d'une année sur l'autre, ah non, ça c'est pas bon, là tu vas tuer la victime. Bah oui, mais l'année dernière, quand je l'ai fait, tu m'as dit que si je le faisais pas, je la tuais. Et maintenant, je la tue en le faisant. Donc ça aussi, il y a une incompréhension à un moment donné du public qui dit, mais vous n'arrêtez pas de changer. L'année dernière, vous m'avez dit qu'il fallait faire ça, sinon j'allais me faire virer. Et cette année, maintenant, il faut que je le fasse, sinon, encore une fois, je suis viré. Je suis tout le temps viré avec toi, c'est pas possible. Donc c'est la problématique qu'on rencontre dans la formation. Je le répète, nous, on a beaucoup de bénévoles.
Et ça n'arrête pas de changer. Il faut à un moment donné qu'on arrive à se caler sur un système, qu'il y ait des choses qui évoluent, tant mieux, mais il faut qu'on se cale sur un système et qu'on arrête de changer tous les 3 jours. C'est juste peut-être une petite différence du formateur enseignant, du formateur non pro, qui a une doctrine et qui doit suivre un règlement. En 2010, la science disait le garrot, on n'enseigne plus. Personnellement, j'ai jamais changé de fusil d'épaule dans mes cours de BLS en disant si vous n'avez pas d'autre solution, vous devrez poser un garrot. Ça tombe bien parce que 5 ans après, c'est devenu une obligation de poser un garrot. Ce qui était vrai il y a 5 ans sera faux demain et sera de nouveau vrai dans 7. On doit s'adapter. Sauf que chez nous, comme on en a parlé tout à l'heure, le DSA en son temps, on allait tuer le patient. Bon, accessoirement, il était déjà mort, donc on n'allait pas beaucoup plus le tuer. Le garrot, quand on dit en France qu'on ne peut plus le faire, ça devient une interdiction. Donc, non seulement on ne l'enseigne pas, mais en plus, si on a la question qui est posée en cours, on dit « Ah non, non, attention, ça, il ne faut surtout pas le faire ». Et quand on revient effectivement l'année suivante en disant « Maintenant, il faut obligatoirement le faire, sinon on va perdre la victime », effectivement, en face, on a de l'incompréhension. Je veux juste dire, un des plus gros points, on a beaucoup de public français en Suisse. Souvent, on passe un bon moment dans les cours premiers secours à déconstruire des idées reçues françaises, effectivement. Philippe, ce qu'on dit peut-être pour conclure sur ce oui ou ce oui mais, puis Patrick Hughes, je vous laisse conclure tous les deux. Alors, bien évidemment, comme Bruno, comme mon collègue, c'est oui mais, il faut y aller, c'est évident. C'est le sens de l'histoire et on y va, c'est sûr. Après, c'est comment on y va. Comment on y va, c'est sans doute en ne formant pas tout le monde au PHTLS, ainsi de suite, parce que c'est probablement pas le bon modèle pour la France. C'est probablement former une partie des personnes à ces formations-là, mais c'est surtout intégrer ce pragmatisme et intégrer cette méthode dans nos formations. C'est ce cap-là qu'il faut arriver à franchir. Donc c'est vraiment s'inspirer, mais par contre, bien entendu, former une partie de nos personnes à ces formations-là. Patrick, vous avez le mot de la fin. Oui, on est à peu près tous d'accord. Oui, mais, oui, bien sûr. Mais à une seule condition, emmener l'ensemble des premiers intervenants vers la même méthodologie de prise en charge, tout simplement. Bien écoutez, merci beaucoup. Ah non, oui Bruno. Je lui ai promis. Life Support France sont là, ils ne sont pas sur la conférence, mais ils sont là, vous pouvez les rendre visite. Ce sont nos amis, merci à vous. On va pouvoir les applaudir. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir suivi cette table ronde. Et bien sûr, nos invités sont à votre disposition si vous avez d'autres questions, si vous voulez les rencontrer. Je parle pour vous, mais je suppose que voilà, ils sont disponibles pour vous quelques minutes si vous avez d'autres questions. Merci à tous.